Quand les gens me disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je réponds toujours que oui, il y a peut être une part de vérité là-dedans, mais que pleurer dans une Ferrari, ça fait sûrement un peu moins mal. Et honnêtement, j'aimerais bien avoir l'occasion de le vérifier par moi-même. Mais que se passerait-il si j'avais 1 milliard d'euros? Serais-je toujours la personne remarquablement humble que je suis? Ou est-ce que je deviendrais le genre de personne qui regarde des manutentionnaires ayant besoin d'une pause toilette et qui se dit que c'est un problème de rentabilité? Cela m'a amené à me demander quel est l'effet réel d'une somme d'argent colossale sur un individu. Par exemple, aujourd'hui, si je prends une amende de stationnement, je suis agacé pour le reste de la journée. Je ferai bien attention à vérifier l'horodateur la prochaine fois. Mais si cette même amende représente moins qu'une erreur d'arrondi sur mon compte en banque, est-ce que je prendrai la peine de vérifier l'horodateur un jour? Que fait réellement l'extrême richesse au comportement de quelqu'un? Est-ce que cela vous rend heureux? Est-ce que cela change votre façon de penser? Est-ce que cela peut reprogrammer physiquement votre cerveau? Et y a-t-il un moment où l'argent cesse d'être de l'argent pour devenir tout autre chose? Avant d'aller plus loin, cette vidéo n'est pas un débat sur la question de savoir si l'extrême richesse devrait exister ou qui mérite quoi. Nous analysons purement et simplement ce que de grandes quantités d'argent et de pouvoir font au cerveau humain. La science est bien plus intéressante que la politique. Alors, allons-y. Il y a quelques semaines, pour la première fois dans l'histoire connue, une personne a franchi la barre des 1000 milliards de patrimoine net. 1000 milliards. Le chiffre a un suivi de 12 zéros. Un nombre si grand que si vous dépensiez 1 million par jour, il vous faudrait environ 2700 ans pour en venir à bout. Ce qui rend la question fondamentale plus intéressante qu'elle ne l'a jamais été. L'argent fait-il le bonheur? Oui, jusqu'à un certain point. En dessous d'un certain revenu, l'argent est votre seule préoccupation. Non pas par cupidité, mais parce que le stress financier est l'une des forces psychologiques les plus destructrices que le cerveau humain puisse subir. Cela accapare votre esprit. Cela vous empêche de dormir la nuit et cela limite littéralement votre champ de réflexion. À mesure que les revenus augmentent, ce stress disparaît. Vous pouvez payer votre loyer, vous pouvez manger, vous pouvez arrêter de faire du calcul mental à chaque fois que vous faites vos courses. Ce n'est pas du luxe. C'est simplement la suppression d'une souffrance. Et quand la souffrance diminue, le bonheur augmente. Montez encore un peu et la vie devient vraiment confortable. Des choix, de la sécurité, ce genre de filet de protection qui fait qu'une facture inattendue ne ruine pas votre mois. Les recherches s'accordent généralement pour dire que c'est dans cette phase que l'argent et le bonheur sont le plus étroitement liés. Allez encore plus haut et vous voilà riche. Belle maison, belles vacances, vous allez acheter une voiture de sport et c'est génial. Mais elle ne sert toujours qu'à vous emmener d'un point A à un point B et au bout d'un moment, cela redevient juste une voiture. Le bond de bonheur entre ne pas avoir de voiture et en avoir une était plus grand que le bond entre une voiture classique et une Porsche. Les gains sont toujours là, mais ils stagnent. Et puis il y a un niveau supérieur où quelque chose bascule, pas seulement dans ce que vous ressentez, mais dans la façon dont vous traitez les gens autour de vous. Parce qu'il y a les riches et puis il y a les milliardaires. Un millionnaire achète une belle maison et une Lamborghini. Un milliardaire achète de l'influence des politiciens, des médias, des infrastructures, des industries entières. Ils n'achètent pas des objets, ils achètent du pouvoir d'action. Et juste pour que nous soyons clairs sur le gouffre dont nous parlons, la différence entre un millionnaire et un milliardaire est d'environ 1 milliard, ce qui semble évident, mais posez-vous vraiment sur cette idée une seconde. 1 million de secondes, c'est environ 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Le passage de l'un à l'autre n'est pas une simple marche à franchir. C'est une catégorie d'existence complètement différente. Et quelque part sur ce chemin, quelque part entre la Lamborghini et l'achat d'un siège de sénateur, quelque chose commence à changer. Et ce n'est pas seulement la façon dont vous dépensez, c'est la façon dont vous percevez les gens qui vous entourent. Paul Piff, un psychologue de l'université de Berkeley, a passé des années à étudier comment la richesse modifie le comportement. Ses conclusions ne sont pas flatteuses. Dans une expérience, on a laissé des participants seuls avec un bocal de bonbons. On leur a dit explicitement que les bonbons étaient pour des enfants dans un laboratoire voisin. Les participants fortunés en ont pris 2 fois plus que les participants à faible revenu. Les bonbons destinés aux enfants, 2 fois plus.
Dans une autre étude, des observateurs ont surveillé des carrefours et noté quelles voitures refusaient la priorité aux piétons sur les passages cloutés. Les conducteurs de voitures de luxe avaient 3 à 4 fois plus de risques de couper la route aux piétons que les conducteurs de véhicules plus modestes. Ensuite, il y a l'étude sur le Monopoly. Au pif a organisé une version truquée du jeu avec plus de 100 paires d'inconnus. L'un des joueurs commençait avec 2 fois plus d'argent, touchait le double en passant par la case départ et lançait 2 dés au lieu d'un. Ce joueur riche gagnait à chaque fois. Mais quand on leur demandait ensuite pourquoi ils avaient gagné, sachant pertinemment que le jeu avait été truqué en leur faveur dès le départ, ils répondaient systématiquement qu'ils le méritaient, qu'ils avaient mieux joué. La richesse, même fausse, même clairement non méritée, avait déjà changé leur perception d'eux-mêmes par rapport aux autres. Pif a résumé cela par une image simple. Imaginez une échelle avec la richesse au sommet. Plus vous montez, plus le sentiment d'avoir tous les droits et l'égoïsme augmente et plus la compassion et l'empathie diminuent. À chaque barreau, dans les deux sens simultanément. Le comportement est réel et constant, mais la question à laquelle personne n'avait encore répondu était de savoir d'où cela venait, si c'était un choix ou s'il se passait quelque chose de bien plus profond. C'est là qu'intervient Sukhvinder Obi. Il est neuroscientifique à l'université McMaster au Canada et ce qu'il a découvert grâce à l'imagerie cérébrale et à la stimulation neuronale est l'une des choses les plus dérangeantes que j'ai rencontrées en faisant des recherches sur ce sujet. Votre cerveau possède un système appelé le système des neurones miroirs qui s'active lorsque vous observez d'autres personnes. Quand vous voyez quelqu'un se cogner l'orteil, une partie de votre cerveau simule l'expérience et vous grimacez de douleur. Quand vous voyez quelqu'un sourire, vos propres muscles faciaux réagissent subtilement. Ce système est la base neurologique de l'empathie. C'est comme ça que vous ressentez ce que les autres ressentent. Obi a découvert que lorsqu'on donne aux gens un sentiment de pouvoir, même dans un laboratoire, même juste en leur faisant écrire sur un moment où ils avaient le contrôle sur quelqu'un d'autre, l'activité de ce système miroir chute de manière mesurable et significative. Le cerveau, sous l'influence du pouvoir, devient moins capable de simuler l'expérience des autres. Et c'est un basculement neurologique qui arrive à la plupart des gens lorsqu'ils acquièrent du pouvoir. Plus il y a de pouvoir, plus l'effet est prononcé. Une étude de 2025 publiée dans la revue moléculaire Psychiatrie est allée encore plus loin. En scannant le cerveau de plus de 35 000 personnes, les chercheurs ont trouvé des différences mesurables dans la structure physique du cerveau chez les personnes ayant des niveaux de revenus élevés. Plus précisément dans les régions qui contrôlent la communication, l'empathie et la prise de décision. Pas seulement une activité réduite, mais des différences structurelles. Le cerveau a physiquement changé. Donc, oui, l'extrême richesse peut reprogrammer physiquement votre cerveau. Et le plus dérangeant, c'est que ce changement est graduel et invisible, et une fois qu'il a eu lieu, vous n'avez plus de point de repère pour savoir ce que vous avez perdu. Vous ne sauriez même pas que cela a existé. Et voici comment cette invisibilité se traduit dans la pratique. L'argent fonctionne comme un mécanisme de retour d'information. Il vous indique quand vous avez fait une erreur, quand quelque chose coûte trop cher ou quand un risque ne vaut pas la peine d'être pris. C'est l'histoire de l'horodateur. C'est cette amende qui m'agace pour le reste de la journée. En Finlande, les amendes pour excès de vitesse sont calculées en pourcentage de vos revenus. La logique est simple. Une amende forfaitaire a une signification très différente selon les personnes. 200 € pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, c'est une conséquence qui a du sens, ça fait mal. Vous vous en souvenez et vous vérifiez l'horodateur la prochaine fois. Maintenant, imaginez que vous avez 1 milliard d'euros. Cette même amende de 200 € représente 0,00002% de votre fortune, moins que les intérêts que vous avez gagnés le temps de lire cette phrase. La boucle de rétroaction se brise. Et quand les conséquences cessent de paraître réelles, le comportement change, silencieusement, progressivement, sans crier gare. Vous ne décidez pas d'arrêter de vous soucier de l'horodateur. Vous arrêtez simplement de le remarquer. À un certain stade, une amende qui dévasterait la plupart des gens, qui effacerait des années d'économie, qui changerait même le cours d'une vie, n'est perçue que comme une simple erreur d'arrondi. Même pas un obstacle, juste le coût normal d'un mardi ordinaire. Et c'est probablement la réponse à la question de l'introduction. Le moment où l'argent cesse d'être, de l'argent se situe dans les 1000 milliards. C'est le moment où l'horodateur métaphorique n'a plus aucune importance.
Et pour la plupart des gens de cette catégorie, cela se produit bien avant même d'atteindre le milliard. Et c'est là que les recherches de pif et de hobby se rejoignent. Les conducteurs qui coupent la route aux piétons ne pensent pas consciemment à couper la route aux piétons. Les gagnants au Monopoly ne pensent pas aux jeux truqués. L'activité de leurs neurones miroirs est déjà plus faible. La boucle de rétroaction est déjà rompue. Tout cela fonctionne tout seul en dessous du seuil de la conscience. Ce qui nous amène à la question à 1000 milliards. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Probablement pas ce que vous imaginez. La première personne dans l'histoire à franchir ce chiffre ne s'est pas réveillée un jour en décidant de ne plus se soucier des autres. Les recherches montrent que le processus est graduel, invisible et échappe largement au contrôle conscient. Une lente dérive provoquée par des décennies passées à l'intérieur d'une bulle où les conséquences ne sont plus réelles. La réponse à ce que l'on ressent avec 1000 milliards, c'est probablement rien et pas un rien qui serait du vide. Un rien dans le sens où ce nombre ne signifie plus rien. L'horodateur, l'amende, la conséquence, tout a disparu. Ce qui reste n'est ni du bonheur ni du malheur, c'est juste un changement d'échelle. Ce premier individu à posséder 1000 milliards n'est pas un grand méchant. La recherche se fiche de la personne en elle-même. Elle s'intéresse à ce que quelqu'un ayant ce niveau de richesse nous apprend sur le cerveau humain. Il est une donnée statistique, la plus extrême que nous ayons jamais eue. Et ce que disent les données, c'est ceci. Le cerveau est façonné par son environnement. Et aucun environnement n'est plus déformant pour un être humain que celui où plus rien ne s'imprime, ni les conséquences, ni les autres personnes, ni le rodateur. L'argent fait le bonheur jusqu'à un certain point. Après cela, il achète tout autre chose. Et ce qu'il vous coûte silencieusement en cours de route et peut être bien plus fascinant que tout ce qu'il permet d'acheter.